Merci tout le monde de rester cet après-midi pour le deuxième temps fort de la journée. Je vous présente Stéphane Linou, auteur du livre Résilience alimentaire et sécurité nationale. Stéphane est un pionnier de la question de la sécurité alimentaire des territoires. Ça fait plus de 20 ans qu'il travaille sur le sujet. Il a d'abord été locavore avant de murmurer à l'oreille des politiciens. Et aujourd'hui, il accompagne plusieurs communes pour intégrer les risques d'approvisionnement dans les plans communaux de sauvegarde de ces communes. Donc sans plus tarder, Stéphane, je te laisse la parole. Merci Laurie, merci au Grenier d'Abondance de m'avoir grassement consacré un quart d'heure sur le plus vieux sujet du monde. Voilà, donc je vais essayer de faire court. Je vais essayer de faire court pour amener un angle qui n'est pas encore familier sur justement le plus vieux sujet du monde, qui est tout simplement le lien entre l'alimentation et la sécurité. Bon, on va faire repères locaux, on est dans la capitale des Gaules, capitale de la gastronomie, une des capitales, parce qu'il y a Dijon va être jalouse si on dit que c'est la seule capitale de la gastronomie, ou Tours. Mais il y a une maxime en latin, c'est de la faim, de la maladie et de la guerre, délivre-nous Seigneur. Ça, c'était un proverbe populaire du Moyen-Âge. Et ça, c'était pas anodin. Tout simplement parce qu'en fait, c'était quelque part les 4 cavaliers de l'Apocalypse. La faim, la maladie, les guerres intérieures et les guerres avec l'extérieur. Et quelque part, si on s'intéresse un peu à l'histoire, c'était ce sur quoi étaient attendus les ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge, les conseillers échevins ici à Lyon. Le peuple attendait de leurs édiles qu'ils s'occupent de 4 sécurités. La première, c'était se protéger des agressions extérieures. Il fallait ériger, entretenir les remparts. La deuxième, il n'y a pas de hiérarchie, c'était lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, lutter contre les épidémies, tout ça. La troisième, c'était l'ordre public. Parce qu'avant qu'on invente et qu'on ne fabrique nos États-nations, l'ordre public, il était grandement assumé au niveau local. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation, contrôle. Et il y avait des stocks. Ici, les greniers d'abondance. Donc, nous étions des sociétés où la règle, c'était la pénurie. Et où l'abondance était l'exception. Donc, nous étions organisés autour de la pénurie. Donc, c'était une conscience et une responsabilisation collective, donc politique. Donc, il y avait des mesures pour limiter la casse au niveau collectif, donc au niveau politique. Mais c'était aussi une conscience et une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin, transformé, stocké et compagnie. Donc cette addition de conscience, de responsabilisation et de mise en œuvre individuelle et collective n'empêchait pas forcément les famines. Mais au moins, en cas de pépin, ça sauvait les meubles. Et si les édiles de l'époque, ici, les conseillers échevins, ne mettaient pas un minimum de moyens pour limiter les effets d'une pénurie alimentaire, eh bien le peuple avait légitimement le droit de se révolter contre les édiles qui n'auraient pas fait ce travail-là. Donc en fait, j'idéalise pas un temps où la pénurie était la règle, mais il y avait comme, quelque part, comme quand Windows plante. Ça passe en mode sans échec. Bon, c'est pas sexy, il n'y a pas tout, mais au moins l'essentiel fonctionne. Bien là, c'était pareil. Il y avait un mode dégradé au niveau de l'alimentation.
qui étaient chacun pour sa part, pris en charge par les individus eux-mêmes et par la collectivité. Donc en fait, le plus ancien couple de risques qu'il y avait dans les villes, par exemple au Moyen-Âge, c'était le couple de risques approvisionnement alimentaire et ordre public. La hantise des édiles, c'était que le peuple se révolte par le ventre. Parce qu'en fait, en tant qu'espèce, sapiens, on a commencé par courir après la nourriture. C'est-à-dire notre ventre allait prélever la nourriture, les végétaux, les animaux, et voilà, les animaux qui couraient aussi après les herbivores, qui couraient après les végétaux. Ensuite, au néolithique, lorsque le climat s'est stabilisé, enfin, lorsque dans l'Holocène le climat s'est stabilisé et un peu réchauffé, c'est là qu'on s'est dit, cette nourriture, je vais la faire pousser autour de mon ventre. C'est là qu'on a inventé l'agriculture au néolithique, moins de 10 000, 12 000. Et ensuite, pour sécuriser autour de notre ventre les récoltes, mettre en place du stockage, des aménagements hydrauliques, l'entraide, se rendre le temps et tout ça entre personnes, entre agriculteurs, c'est là qu'on a inventé les villages. C'est là qu'on s'est regroupé en collectif. Donc c'est là qu'on s'est dit, eh ben, de cette colline à cette colline, c'est à nous. Donc c'est là qu'on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on a inventé donc l'aménagement de l'espace, et c'est là aussi qu'on a inventé grandement la politique. Donc en fait, après que notre ventre ait couru après cette nourriture, après qu'il ait fait pousser cette nourriture autour de notre ventre, et après qu'on l'ait sécurisé cette nourriture en groupe autour de notre ventre, maintenant, et que à une période, la hantise c'était que le peuple se révolte par le ventre, et bien maintenant, c'est cette nourriture qui vient à notre ventre, sans qu'on se questionne sur qu'est-ce qui se passerait si jamais il y avait une rupture d'approvisionnement alimentaire, qu'est-ce qui se passerait pour notre ventre? Et donc du coup, qu'est-ce qui se passerait sur l'ordre public ou autre? Donc en fait, le plus vieux sujet du monde est sorti des têtes individuelles, c'est-à-dire que en tant que personne, en tant que consommateur, la preuve, on est des sociétés d'abondance puisqu'il existe des magazines comme Que choisir. Un petit retour en arrière, vous revenez au Moyen-Âge et vous expliquez, eh bien, nous, dans notre temps, on a des revues pour nous aider à choisir entre ce flot de nourriture énorme. Donc en fait, les cabinets des diététiciennes ne sont pas envahis par les gens qui leur demandent qu'est-ce qui se passe, comment je pourrais me débrouiller s'il y a une grève des camions ou une cyberattaque sur la chaîne logistique ou autre. Non, non. C'est, à part les problèmes de santé antérieurs, c'est aidez-moi à choisir. Et aidez-moi à me sortir des maladies issues de cette nourriture abondante et délétère et tout ça. Mais c'est également sorti des têtes collectives. Dans les documents de planification territoriale, jusqu'à présent, on a été capable de quantifier le nombre de crèches, le nombre de routes, de zones d'activité ou autres, mais le nombre de paysans, le nombre de surfaces nourricières, tout ça, non, même pas. Et pour avoir été conseiller en développement local, et pour avoir conseillé les élus, je sais que dans les documents de SCOT, PLU ou autres, dans les commissions de travail, eh bien, régulièrement, l'agriculture n'était même pas dans la thématique développement économique. Même pas. C'était aménagement, cadre de vie, tourisme ou autre, quoi. Quelque part, c'est vrai que le foncier, ça ne rapporte pas de la taxe professionnelle, donc, jusqu'à présent, le foncier qui était jusque-là ménagé, après on faisait de l'aménagement, mais on ménageait le territoire avant, parce que le foncier était directement relié à des questions de sécurité et d'ordre public. Mais après les 30 glorieuses, et avec des stocks de beurre au niveau de l'Europe dans les années 80, se nourrir c'est une affaire réglée. Ça viendra toujours de quelque part. Et bien en fait, donc les élus de 83 sont nés le ventre plein. Les élus qui ne sont que le reflet des gens qui les mettent en place. Donc du coup, il n'y avait pas la pression des gens pour leur dire « Oh,
ça serait bien que tu planifies et que tu quantifies le nombre de surfaces, le nombre d'agriculteurs et le fléchage de la production pour avoir un minimum de nourriture territorialisée. Ben non. Donc c'est progressivement sorti des préoccupations, un, des élus et deux, des gens. Et grâce aux énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, quelque part, nos territoires se sont très spécialisés avec cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui dit, bon, à partir du moment où les transports ne coûtent rien, eh bien, les territoires vont pouvoir se concentrer sur les productions pour lesquelles ils se sentent les meilleurs, et dans le même temps, ils pourront abandonner les productions sur lesquelles ils se sentent les moins bons. De toute façon, les territoires s'en foutent, ça viendra toujours de quelque part. Donc en fait, à partir justement de la découverte et de l'exploitation de ces énergies faciles, les territoires se sont très spécialisés et se sont rendus vulnérables, donc dépendants d'autres territoires pour artificiellement équilibrer en termes d'alimentation des territoires, ces territoires-là. Donc quelque part, à partir de ce moment-là, ça a été la grande accélération de la spécialisation des territoires qui a fait que ces territoires se sont transformés en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où c'est jamais de gaieté de cœur, là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés. Et tout à l'heure, on parlait dans les ateliers, l'autonomie, pourquoi, comment, oui. C'est directement lié aussi à l'énergie qui nous a fait détricoter, dans la joie et dans la bonne humeur, nos infrastructures nourricières. Donc foncier, producteurs, transformateurs, savoir, semences, irrigation, tout ça. Donc là, pour arriver maintenant, avoir une autonomie alimentaire, et on l'a vu là tout à l'heure et même partout, très faible de nos territoires, égale à peu près à 2%. Donc, qu'est-ce qui se passerait si par hasard il y avait un problème sur les perfusions qui équilibrent artificiellement nos territoires en termes d'alimentation? C'est pour ça que j'avais lancé en 2008 le mouvement Locavore en France. J'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Pas d'un âme, plus de café, plus de chocolat, tout ça, plus de bananes. C'était tout simplement pour alerter sur notre faible degré d'autonomie, mais également pour alerter sur de possibles troubles à l'ordre public si jamais il y avait, par exemple, une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'était 2008. Et en fait, j'ai rien inventé, j'ai tout simplement dépoussiéré le plus vieux sujet du monde, qui est tout simplement le lien entre alimentation et sécurité, et ordre public. Et en rappelant que permettre à un territoire et à sa population est une question d'ordre public, donc directement relié à ceux qui ont ces charges-là, c'est-à-dire le couple maire-préfet. Mais les maires, jamais quelqu'un est venu, jusqu'à il n'y a pas longtemps, leur dire mais tu pourrais t'occuper d'autonomie alimentaire de nos territoires, parce que si jamais il y a par exemple une cyberattaque venant d'Ukraine sur la chaîne logistique de l'approvisionnement, ça c'est dans mon bouquin il y a quelques années. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le peu qu'on produit à titre individuel, le peu que l'on stocke, le peu que l'on cuisine, avec le fait que on se fournit pour à peu près 70% de notre alimentation à travers les grandes surfaces qui n'ont même pas 2 jours de stock, avec le fait que nos infrastructures nourricières, telles des muscles que l'on n'entretient pas, et bien leur nombre a fondu, à force de ne plus acheter, ou alors à force d'acheter en dessous des coûts de production, avec le fait qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, je ne sais pas ce qu'il y a dans les anciens greniers d'abondance maintenant, mais bon. Et avec le fait qu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État. Et que les populations se sont déresponsabilisées et sont devenues intolérantes à la frustration. Donc avec ce combo-là, mettez une allumette, problème sur les perfusions, égale trouble à l'ordre public.
Donc en fait, lorsque j'ai été élu départemental, je questionnais mes collègues élus départementaux, pour eux ça leur disait rien. Et lorsque je rencontrais les préfets, les pompiers, les militaires, les policiers, tout ça, ça leur disait rien, mais à chaque fois que je leur posais la question, que je leur détaillais le truc, je voyais que ça devenait une question dans leur tête. Et là je me suis dit, il va falloir que tu fasses un peu mieux que ton défi locavore où tu avais tout posé. Mais cette fois-ci, tu vas ramener les preuves de ce que tu sais déjà, mais là de manière crédible. Donc je fais un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, à Cergy. J'en fais mon sujet de recherche et je vais questionner au sujet du plus vieux sujet du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité, le monde de la sécurité et des risques. Est-ce que dans le monde de la sécurité et des risques, on pense à la production alimentaire ? Est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense au risque et à la sécurité? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Alors, je me suis fait encadrer par un ancien colonel de Légion, par un géographe, donc un directeur de service aménagement du territoire à côté de Paris. Mais ça a intéressé en cours de route la division du renseignement de la gendarmerie nationale et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Et en fait, j'ai eu, avec ça, énormément de retours écrits. Et ils étaient contents de répondre, les types. Parce qu'en fait, c'était la première fois, apparemment, qu'il y avait un couillon qui faisait le tour des popotes. Pour poser cette question, ils se sont défoulés. Ils ont dit, voilà, en effet, oui, une cyberattaque sur la chaîne logistique de l'alimentation, oui, serait de nature à provoquer des troubles à l'ordre public parce que il n'y a pas de territorialisation suffisante de la production et de la consommation alimentaire. Les plateformes de distribution sont très concentrées sur quelques endroits et à très peu de groupes. Les populations ne sont pas préparées, donc une cyberattaque bien sentie sur cette chaîne logistique serait de nature à affaiblir le continuum sécurité-défense. Continuum sécurité-défense, pour faire court, c'est ce qu'il y a entre le vigile de supermarché, le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Le vigile de supermarché serait débordé, qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui ferait appel à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaiblie. Donc en fait, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec des populations non préparées et avec des flux de plus en plus vulnérables, des perfusions de plus en plus vulnérables, est de nature à affaiblir le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire 2 des 3 piliers régaliens, sécurité intérieure et sécurité nationale. Donc en fait, nos infrastructures de sécurité seraient rapidement saturées dans ce cas-là. C'est du régalien. Et avec le régalien, on reprend la main. Donc c'est pour ça que j'ai absolument aucun problème à échanger sur ce sujet avec des tenants de l'idéologie néolibérale. Il n'y a pas de souci. On va parler régalien. Donc du coup, on fait comment? Donc en fait, à avoir trop externalisé les productions, les transformations, les distributions, les facteurs de production et tout ça de l'alimentation, en fait, on a affaibli la politique de gestion des risques si elle existe. On est allé trop loin dans le Ricardo, dans la théorie des avantages comparatifs. C'est pour ça que pour des questions de sécurité, il faudrait mettre une dose de cyrulnik dans le Ricardo. C'est ça. C'est la diversité. Et pour moi, il n'y a pas de contradiction entre le girondin et le régalien sur ce sujet. Pas du tout. Au contraire, pour soulager nos infrastructures de sécurité, facilement saturables, rien qu'en temps réel, rien qu'en temps normal, je veux dire, ce sont les mesures barrières alimentaires organisées au niveau territorial qui pourront soulager le fardeau régalien.
Donc pour moi, c'est le Girondin qui peut soulager le régalien. Il n'y a pas d'incompatibilité. On a été capable de mettre en place et d'appliquer des gestes barrières sanitaires pour éviter ou limiter la saturation de nos infrastructures de santé. Moi, je propose tout simplement de mettre en place des mesures barrières alimentaires pour éviter ou pour limiter la saturation de nos infrastructures de sécurité. Et ça tombe bien, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le lien social, et tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Et là, au niveau territorial, ça tombe bien, il y a des outils qui existent. Et là, je vais terminer. Il y a des outils qui existent. Ce sont les plans communaux de sauvegarde. Ah ben, on a commencé par parler des communes. Les plans communaux de sauvegarde existent lorsqu'il y a un risque identifié sur une commune. Ça peut être risque feu de forêt, inondation ou autre. Et bien en fait, là, je forme les élus avec l'Institut supérieur des élus pour les inciter à enrichir leur plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on identifie un risque dans son plan communal de sauvegarde, on met en place des mesures de protection et des mesures de prévention. Ah, ça tombe bien, c'est tout ce qu'on propose depuis 40 ans au nom de l'écologie et ça ne marche pas. Ah ben là, sous couvert réel et justifié des risques et de la sécurité, ça passe. C'est pour ça que la première commune de France à l'avoir fait, c'est la commune basque de Biriatou. Ah, monsieur Marchand, qui est ici. La commune de Biriatou a enrichi son plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire et a mis tout un tas de mesures, et notamment réviser sa carte communale pour arrêter l'urbanisation à outrance et pour favoriser l'installation, mettre en lien les personnes âgées qui ont mal au dos mais qui ont un jardin avec les jeunes qui n'ont pas mal au dos mais qui veulent le jardin, par exemple, mettre en place des ateliers cuisine, augmenter les stocks, tampons, inscrire ça au niveau du PAT, tout ça. Donc en fait, tout ce qu'on dit là depuis ce matin, avec le plan communal de sauvegarde, vous pouvez le faire. Et ça tombe bien, il y a une loi qui vient de passer au mois de novembre, c'est la loi Matras. Et notamment sur les plans communaux de sauvegarde, il est dit qu'à partir du moment où une commune a un plan communal de sauvegarde, eh bien son intercommunalité doit mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde. Il n'y a pas de transfert de pouvoir de police du maire vers le président de l'intercommunalité, mais le sujet doit être abordé au niveau intercommunal. Ah, ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les PAT. Ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les PCAET. Ah, ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ah, ça devient intéressant, on arrive à la planification. Donc avec une seule flèche, on embroche 5 ou 6 plans. Et avec tout le monde. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, parce que on arrive à ne fâcher personne, quasiment, de mettre tout le monde autour de la table, c'est le cas de le dire. Et c'est terriblement excitant parce que non seulement on peut le faire, mais on doit le faire. On doit le faire tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Et je vais terminer par monsieur Marchand, il ne le sait pas que je lui donne la parole, mais par rapport à un décret d'application qui va sortir, justement, je cite son rapport sur l'évaluation des PAT. À en croire votre rapport, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire sera normalement abordé dans un des décrets d'application de la loi Matras. Et ça, c'est pas neutre, c'est pas un détail. C'est pas un petit détail. C'est-à-dire qu'en fait, avec ça, on inverse le regard. On le remet tout simplement à l'endroit. On part des risques et de la sécurité et des ressources, et après on fait de la planification et de l'aménagement, entre guillemets. Donc en fait, c'est revenir au bon sens
que l'on avait lorsque nous étions des sociétés de pénurie, où on devait regarder la pyramide de Maslow à l'endroit. Pour l'instant, elle est assez à l'envers. Donc voilà, je voulais terminer sur ça. Tout ça pour dire que je remercie les Greniers d'Abondance d'avoir organisé cet événement. Et bon, il va falloir retricoter ce que nous n'aurions jamais dû détricoter. On n'a pas 500 ans, pourtant il y a 500 ans de boulot, mais voilà, faut s'y mettre. Voilà, je vous remercie.